Hey, c'est moi, encore. On va parler de Villeneuve aujourd'hui, encore. Mais cette fois sur un film que je n'ai pas particulièrement aimé, même carrément pas en fait. Blade Runner 2049. Quoi? T'as pas aimé Blade Runner 2049? Mais pourquoi? Bon, déjà pour parler de 2049, il faut parler du premier Blade Runner. Désolé de faire l'ancien, mais c'est la base. Et puis c'est censé être la suite, donc forcément on en parle. Mais pourquoi je dis censé? Bah parce que pour moi c'est pas une suite, c'est Ridley Scott qui a filé ses jouets à Denis Villeneuve et qui lui a filé un cahier des charges pour jouer avec, sinon il avait pas le droit. Bon, faut savoir que Blade Runner est tiré du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, publié en 1968. Scorsese était intéressé par le projet mais ne le financera jamais et c'est donc Ridley Scott qui reprendra le flambeau en 1980 et qui confiera son projet alors en cours de production Dune à David Lynch. Donc pour vous la faire courte, Blade Runner, sorti en 82, nous plonge en 2019 dans un Los Angeles pluvieux complètement étouffé par la pollution. Tu rajoutes une tour Eiffel, c'est pareil au mois de novembre tous les ans. Alors dans cet univers, en 2019, l'homme a déjà trouvé le moyen de se barrer de cette pauvre planète ruinée par nous et a carrément trouvé le moyen d'utiliser des esclaves modernes, aussi appelés réplicants, et donc fabriqués à partir d'ADN humain par la Tyrell Corporation. Enfin bref, c'est l'histoire de Rick Deckard, ancien policier qui va devoir reprendre du service lorsque des réplicants se sont échappés d'une colonie martienne pour venir sur Terre rencontrer leur créateur. Vu que ces réplicants sont dotés de capacités physiques parfois largement supérieures à l'homme et ont un peu foutu la merde ne voulant pas se faire exploiter, bah oui ils sont pas cons non plus, hein, faut pas déconner, on les a tout simplement interdits sur Terre. Et ceux qui les traquent sont donc appelés les Blade Runners. Voilà, donc j'en dis pas plus pour ceux qui l'auraient pas vu, hein, mais si c'est pas fait, arrêtez la vidéo et allez-y maintenant. Voilà, donc je considère que c'est fait et maintenant je peux vous dire qu'il y a eu 7 versions du film et que ça fait pas mal. Faut savoir que jusqu'en 92, le film avait droit à une fin, comment dire, nulle. D'où l'accueil plutôt mitigé par la critique à sa sortie. Alors c'est pas parce que tu balances un plan de Kubrick qui traînait dans les rushs pour Shining que ton film devient stylé, Ridley. T'abuses, la voix off, l'histoire d'amour, please, t'as pas plus commercial encore? Alors ouais, c'était carrément commercial et malheureusement, comme trop souvent encore dans le cinéma américain, il s'agissait d'abord de répondre à une demande des producteurs que de finir son film comme il en avait envie. Mais comme je le disais en 92, Ridley pose un peu ses coroles et décide donc de sortir une énième version du film qui propose un montage et donc une version de l'histoire bien différente de ce qui était sorti jusqu'à présent. Il y insère une scène de rêve et supprime cette fin de merde, disons-le franchement, et envisage donc à travers ce nouveau montage la possibilité que Rick Deckard soit en fait lui aussi un réplicant. En 2007, Ridley sort l'ultime version du film dans laquelle il aura le contrôle artistique complet. Pesage de boule ultime donc pour un film refait quasi à neuf avec un son, une image et une fin digne de ce nom. Honnêtement, c'est limite pas un conseil mais une obligation de le voir en fait. Bon, ce qui nous emmène donc au 2, 2049, donc 30 ans plus tard. Donc réalisé par Denis Villeneuve, hein. C'est avec Ryan Gosling qu'on ne présente plus, Harrison Ford ou Papison Ford vu l'âge du monsieur, Jared Leto que je ne vais pas présenter non plus vu la filmographie interminable du bonhomme, Ana de Armas qu'on peut voir entre autres dans Knock Knock aux côtés de Keanu Reeves, réalisé par le génialissime Eli Roth ou l'ours juif d'Inglourious Bastard, je pose ça là, hein. Sylvia Hawkes, Robin Wright, Lenny James, Carla Yuri, Dave Bautista, l'ancien catcheur qui s'offre déjà un rôle chez le Gardien de la Galaxie, Mackenzie Davis, qui jouait Yorkie, que vous avez peut-être déjà reconnu dans le seul épisode à peu près positif de la saison 3 de Black Mirror, San Junipero, Edward James Olmos, qui était déjà dans le premier Blade Runner, Monsieur Origami, souvenez-vous, la révélation, la licorne, tout ça, et qui interprète aussi le professeur James Geller dans la saison 6 de Dexter, que je ne conseille pas pour le coup. Dexter, vous pouvez arrêter à la saison 4. Non, je ne parlerai pas de la fin. Il y a aussi David Dastmalchian, le mec a un blast bien chiant, ouais. Mais on peut pas lui enlever son talent d'acteur et cette tête de ouf qui faisait déjà un peu flipper dans The Dark Knight. Et Ian Abbas, qui joue dans Les Citronniers. Donc en 2049, toujours à Los Angeles, les réplicants sont désormais autorisés et même perfectionnés puisqu'on découvre notre beau petit Ryan en charge dans sa jolie Peugeot. Et oui, merci la France. Donc voilà, il est chargé, il s'allume. Il se pose dans ce qui semble être une ferme de haute technologie, hein, non c'est pas un aéroport à ovni, et on tombe sur une scène d'intro déjà très originale puisque celle-ci avait en fait déjà été dessinée pour la scène d'intro du premier opus. Vous connaissez l'expression rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? J'y reviendrai encore plus tard. Bon, il devait pas s'y passer tout à fait la même chose en termes de dialogue, mais la mise en scène est quasi similaire et le message était clairement le même. Je suis badass, j'en ai rien à carrer et j'élimine juste des réplicants. On les retire, pardon, oui, c'est un retrait, hein. Mais non, c'est pas des humains, on les tue pas. Bon, et il lui a pas non plus démonté la mâchoire comme ça avait été dessiné parce que ça aurait moyennement plu aux parents à mon avis. Papa, le monsieur, il est dentiste. Donc ce fut la rapide défaite de Bautista, il a compris que quitte à perdre valait mieux être bien filmé et bien payé, hein. Le cinéma ça lui va bien et si vous voulez en voir plus il a joué dans un court métrage qui se situe chronologiquement en 2048 et le grand bonhomme nous prouve qu'il s'agit aussi de jouer et pas seulement de ruiner des murs avec des mecs. Bon, on veut bien un petit peu de baston quand même, hein. Le mec c'est une montagne donc ça se tape, c'est normal, t'as vu. Voilà donc, bon teasing avant la sortie du film pour attirer un peu plus le spectateur, les mecs nous balancent 3 courts métrages au calme
en lien avec le film évidemment. Mais sans déconner, allez voir ses courts-métrages, c'est sur YouTube, c'est gratuit et franchement c'est même un peu mieux que le film. Donc justement, après la petite baston, Ryan ou K, oui parce que les mecs lui ont même pas donné un prénom, enfin si plus tard, mais franchement il est tellement pourri qu'il l'assume pas vraiment. Bref, son drone perso a fait son petit tour, mais lui il dit oh un arbre, et vu que ça n'existe plus en 2049, le bois étant devenu une ressource très rare et donc très chère, il trouve une petite fleur toute bien posée là comme ça, comme de par hasard, et le mec dit à son drone de compagnie vas-y montre-moi ce qu'elle a s'il te plaît, je ferai un truc. Donc bingo, son drone lui trouve un cube sous terre et il repart avec une boîte. Donc dans cette boîte il découvre qu'il y a des os, mais pas n'importe lesquels, et dans une scène qui fait bizarrement penser à la scène du premier, oh bah tiens comme c'est bizarre ça encore, on découvre qu'il s'agit d'une réplicante décédée à la suite des complications durant une césarienne. Non, on le sent pas du tout arriver gros comme une maison. Non. Donc il va chez le très grand méchant, très méchant, notre cher Jared Leto, aka Nyender Wallace, qui vit dans une forteresse de bois avec de la flotte partout. C'est dire si le mec est pété de thunes. Et donc on découvre chez le grand successeur de la Tyrell Corporation que ses œufs appartiennent à Rachel, la meuf de Rick Deckard. Non. On nous balance carrément un extrait audio du 1, histoire que ce soit bien clair. Donc voilà, histoire de se faire encore plus de bif grâce à la reproduction entre réplicants, ordonne à sa ninja domestique d'aller voler ses os. Il joue bien la mort aussi, David. Bref, K reçoit l'ordre d'aller tuer ce bébé s'il est bien né et repart voir cet arbre afin de vérifier s'il n'était pas passé à côté de quelque chose. Bah si mec, juste à côté de ta petite fleur ridicule, en parfait état posé, juste tout bien comme ça, là, il y avait une date là, hein, mais tu t'es laissé assister par ton robot. Voilà, t'es qu'un robot assisté par un robot. Bref, il trouve la date et là... le mec a des souvenirs. Mais non, ce serait peut-être lui, l'enfant cherchant à fuir, caché et traqué à cause de l'identité de ses parents. Ça vous rappelle pas juste un petit truc? A child born in hell, forged from suffering, hardened by pain. On a envie d'y croire, hein, mais on se dit que c'est un peu gros. Un peu comme maintenant. Non, ok. Donc toujours à la recherche de cet enfant, même en étant un peu convaincu qu'il s'agit de lui, K ou Joe, comme l'appelle sa meuf sur commande, en gros il l'allume quand il a besoin, sinon il la laisse en veille après l'avoir rendu mobile parce que c'est plus sympa de pouvoir sortir avec quand même, se rendent tous les deux en amoureux dans une décharge. Quel romantisme. Pour enquêter sur un orphelinat où aurait grandi l'enfant. Oui mais voilà, c'est la saison de la chasse à la bagnole volante, donc les habitants de la décharge lui harponnent sa jolie Peugeot. Ça vous rappelle pas un truc ça aussi par hasard? Putain. Et oui, sauf que c'est pas un harpon pour les baleines, déjà parce qu'il y en a plus et qu'on est en 2049 les gars, la technologie, tout ça c'est évolué. Donc ça lui coupe le courant et pas uniquement de la voiture bizarrement. Bah ouais, pouf, plus de zouze, allez, il y a de l'action, ça dégage la femme. Donc il s'écrase, logique, mais rassurez-vous, la Peugeot n'a rien. K non plus, juste un peu secoué le petit haut, comme après un gros manège. Et c'est là qu'arrivent les mecs qui veulent se taper. Mais bon, vu qu'il a pas que ça à foutre de la journée, Lou, la ninja de Wallace, tranquillement en train de se faire passer des gifs ignobles sur les doigts, balance quelques missiles histoire de l'aider un peu pour ramener l'enfant au plus vite. Donc même s'il manque des pages au registre, on comprend vite que c'est exactement l'endroit qu'il a visualisé dans ses souvenirs, sauf qu'il prend 8 plombes à le faire. Non mais sérieusement, on sait que tu vas le trouver ton cheval en bois. Sinon il n'y a plus de film. Mais faut qu'on m'explique pourquoi pendant tout le film justement, il marche au ralenti. Je veux bien que t'enquêtes, que tu prennes le temps de regarder, et je demande pas à ce que le mec il tape un sprint à toutes les scènes non plus. Mais bon là, c'est juste beaucoup trop contemplatif, faut pas déconner. Encore plus lentement s'il vous plaît, histoire qu'on s'endorme, tombe dans le coma. Bref, il est tout chamboulé, le petit K, il sait que les souvenirs des réplicants sont des implants, mais comment a-t-il pu trouver ce cheval s'il n'a jamais vécu ce souvenir, sachant qu'il est illégal d'implanter la mémoire humaine à un répliquant? Bah il va chercher la réponse directement chez le docteur Anna Stelline, qui est en charge depuis sa petite bébule de créer ces fameux souvenirs implantés chez tous les réplicants. Sauf que là, Anna, là, tu crois pas qu'elle aurait pu lui faire gagner du temps, ce pauvre K qui perd complètement les pédales? Bah non, elle lui dit juste Ouais mec, le souvenir que t'as, il est bien réel. elle aurait juste pu rajouter. Par contre, c'est moi qui l'ai vécu. Donc ouais, c'est moi qui te parle d'une loi que j'ai moi-même violée. Écoute, c'était pour me protéger, tu vas pas me faire chier, hein. T'es pas plus intéressant que mon sèche-cheveux, abuse pas avec tes états d'âme là, hein. Y en a qui ont des problèmes d'identité secrète, hein. Hello, je suis pas totalement une réplicante, ok? Enfin, ça on n'en sait rien parce que personne te donnera d'explication de toute façon. Moi je m'en cache, je suis dans ma bulle. Ciao. Bah non, parce qu'il reste encore du monde à voir et qu'on était parti sur 2h40 dans le contrat, pas 1h20, donc tout ça elle le garde bien pour elle et laisse le pauvre K croire qu'il est bien le fils de Rachel. De retour au quartier général du LAPD, petit filou qu'il est, carrément à sa bosse en lui disant ah mais ouais bien sûr le gamin, bah je l'ai buté, voilà pourquoi j'ai raté le test, hein. Attends, qu'est-ce que tu crois? Pas du tout parce que je crois du spécial, une connerie du genre, hein. N'importe quoi, pourquoi pas l'élu pendant qu'on y soit? Donc Joshi, ou plus souvent appelé par K, Madame. Je sais pas qui était au département choix des prénoms, mais le mec s'est pas foulé. Hein. Bref, elle lui fout la paix parce qu'il a quand même évité une guerre selon elle, mais qu'ayant raté son test, elle sera obligée de déclarer déviant d'ici 48 heures et qu'il sera donc poursuivi. Donc ni une ni deux, le mec fait comme tous les mecs poursuivis, et puis...
Ah ouais, non, mais ça a bien changé Las Vegas en 2049. Hein. En faisant analyser son cheval de bois, K découvre qu'il comporte des radiations ne pouvant provenir que de là-bas. Donc qui dit radiation dit ville déserte, hein, et puis bien poussiéreuse aussi, et très orange, mais pour le coup très stylé. Un peu trop encore une fois, puisque le mec se gare à 20 km de là où il détecte un peu de chaleur pour marcher. Mec, t'as une voiture qui vole, surtout qu'il envoie son drone avant, donc il y a zéro risque. Mais non, c'est plus stylé de marcher, attends, ça fait plus de money shot pour les bandes annonces, et puis on remplit des minutes avec ce genre de scène juste trop belle. Ouais voilà, c'est du remplissage, un peu comme toute la poussière que vous avez foutue partout là. Ridley Scott le disait lui-même pour le premier volet, par manque de moyens ou face à des problèmes techniques, il rajoutait de la pluie, de la brume et de la lumière. À croire que l'équipe du 2 a retenu que ça et qu'ils ont juste oublié de mettre un scénario au milieu. Vous vous souvenez, rien ne se perd, tout se transforme. Et tiens, puisqu'on parle du 1, pourquoi pas s'en inspirer très clairement en reprenant l'idée de l'immeuble géant et inoccupé au style ancien, sauf qu'au lieu d'y faire cohabiter des marionnettes, des nains et des rats, on va y mettre des hologrammes que tout le monde connaît, beaucoup plus accessibles et grand public qu'un vieux truc bloc qui fuit et qui sent bon l'humidité. Et en parlant d'un vieux truc qui fuit, on retrouve notre cher papy Sunford. Enfin, au bout de 1h45 de film, merci les gars. Donc, Papy Sunford, aka Rick Deckard, qui après avoir tiré sur K, et donc après lui avoir collé des pains pour le plaisir, parce que c'est des bananes, Deckard décide quand même de boire un coup, parce qu'il commençait à fatiguer, et puis bon, à part K qui a des doutes sur lui-même, tout le monde sait que c'est un répliquant, donc il craint pas grand chose à se prendre des baignes pendant 1 heure. Donc là, Deckard lui explique tout, enfin presque. En gros, il n'y avait pas que lui et Rachel, comme on pouvait se l'imaginer grâce à la fin toute mielleuse perdue en pleine nature, mais ils ont bien fini séparés, nos deux tourtereaux, Rachel étant secrètement protégée et soutenue par une team de réplicants libres, qui l'a donc aidé à accoucher pendant que Deckard a fui et brouillé les pistes sur cette fameuse naissance. Pendant ce temps, au quartier général, Madame s'est fait ruiner la main et ridiculisée par Louve, la ninja domestique qui est toujours à la recherche de cet enfant miracle, et donc sur les traces de K qui est en charge de l'enquête. Donc le gars se cache tellement bien que même en laissant la bagnole à 20 km, il se fait cramer, et que Louve trouve finalement plus judicieux de ramener Deckard à Wallace plutôt que ce vulgaire K. Dans la famille répliquant, je voudrais le père. Ah, et terminé la meuf de K aussi, hein, il l'a saoulé un peu trop fort la ninja, donc bisous la gentillesse, bonjour la cruauté gratuite. Allez, un peu plus de drama, on va obtenir une larme les gars, on y croit. Heureusement, grâce à la gentille dame qui a prêté son corps à Joy, la meuf de K, juste le temps qu'il se fasse plaisir et découvre le plaisir charnel, l'émetteur qu'elle lui a glissé dans la poche de son manteau fétiche a permis à la team répliquant libre de le retrouver. Et c'est leur chef, Freza, qui lui balance dans le plus grand des calmes que Rachel a en fait accouché d'une fille. Quoi? Mais c'est pas du tout lui l'élu, l'enfant miracle, c'est bien qu'un exécutant, un répliquant guidé par un pseudo-instinct qui lui a été en fait implanté par la véritable fille de Rachel. Franchement, elle lui aurait glissé un petit chais, ça passait crème. J'aurais compris le câblage à ce moment-là. Donc K se voit confier une nouvelle mission qui est d'empêcher Wallace d'utiliser la reproduction entre répliquants et donc d'éliminer Deckard. Bah oui, maintenant qu'on est sûr qu'il l'appellera jamais papa, il peut le tuer, hein, on s'en bat les noix de coco. Bref, Deckard lui de son côté capturé par Wallace découvre que Rachel avait été créée dans l'unique but de tomber amoureuse de lui et donc de procréer, et qu'il ne s'agissait rien d'autre que d'un test élaboré par Tyrell à l'époque. Wallace va jusqu'à même lui présenter une copie conforme de Rachel afin de le convaincre de collaborer avec lui. Sauf que voilà, Wallace il s'est gouré, il lui a mis les yeux de la mauvaise couleur, du coup, bam, au revoir Rachel Bliss. Bon, et là on sait pas trop pourquoi, mais plutôt que de l'abattre ou de lui soutirer des informations sur place, Louve décide d'emmener Deckard dans une station spatiale afin de le torturer. Ok. Mais bon, c'était sans compter sur notre vaillant petit K, qui ne va suivre que son instinct et exploser les méchants sur le trajet. Du coup, pendant que Papy il essaye pas grand chose à part volontairement se noyer peut-être, mais même ça on sent que c'est pas très clair chez lui, K se fight contre la ninja, qu'il défonce bien évidemment, avec quelques petites blessures néanmoins, hein, histoire que ce soit un peu équitable quand même. Bref, K laisse supposer qu'il fera croire à la mort de Deckard pour le protéger, tandis qu'il l'emmène en réalité voir sa fille, toujours prisonnière de sa bubule. Et voilà, K s'étend par terre sous la neige en se rendant compte que les meilleurs souvenirs de sa vie sont en fait ceux de Hannah, et que c'est juste un fucking robot. Fin. Ah bah ça donne envie de vivre, hein, c'est joyeux, c'est festif, qu'est-ce qu'on se marre. Bon, par où commencer? Déjà par vous dire que selon moi, encore une fois, il s'agit d'un film qu'il n'est pas nécessaire de voir, pour ne pas le placer dans la catégorie à ne pas voir, ou carrément à éviter, moins poliment appelé à chier. On va rester gentil, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, le scénario prend les codes du premier sans jamais réellement les assumer, et ça a été l'une de mes plus grandes déceptions en le voyant. À aucun moment les questions sont abordées, alors peut-être survolées à la limite, mais ça va pas chercher plus loin. Et je demandais pas forcément de réponse quant aux origines de Deckard sur sa nature de répliquant ou non, mais j'ai plus eu le sentiment d'un reboot comme d'une simple mise à jour du premier que d'une réelle suite de l'histoire qui nous était présentée il y a 35 ans. Ensuite, les personnages illustrés sont malheureusement cantonnés à ne faire que de la figuration, c'est-à-dire qu'on nous présente un panel de personnages relativement large pour cependant ne jamais nous montrer réellement leurs failles ou leur caractère tout simplement. Ils restent tous présentés comme les archétypes de leur propre partie, comme je le disais avec le méchant très méchant, la rebelle très rebelle, et notre héros qui semble encore plus perdu que le spectateur lui-même qui peine à suivre l'histoire. Finalement, c'est le seul pour qui nous pouvons avoir de l'affection puisqu'il est manipulé du début à la fin comme un vulgaire robot qui lui se pose de réelles questions sur son existence.
l'existence. En ce qui concerne Descartes, il fait vraiment acte de présence. En sachant très bien que son retour allait susciter bon nombre de questions, Villeneuve a fait le choix de le poser dans un coin, histoire de pouvoir le mettre au générique, sur l'affiche et de dire qu'il est dans le film. Ce qui est bien dommage quand on voit ce qu'Harrison Ford a pu donner pour interpréter ce rôle 35 ans auparavant. En ce qui concerne la mise en scène, l'immersion et la crédibilité, je lève mon chapeau Denis. Bravo. On reconnaît l'univers de Blade Runner tout en ayant la patte de Villeneuve. Visuellement, il n'y a absolument rien à dire, c'est magnifique. Mais c'est beaucoup trop lent. On le sent qu'il a voulu étaler les scènes le plus possible. Un peu comme quand tu racles le peu de confiture qu'il te reste sur ta biscotte. J'aime me beurrer la biscotte. Et ça dessert pas forcément le propos du film, même si le personnage de K est en perpétuelle remise en question comme l'était Descartes, ça ne justifie pas que le mec décide de marcher au ralenti sur des distances abusées tout le long du film. Surtout pour nous livrer cette conclusion décevante qu'en réalité la fille de Rachel Eric est bien le docteur Anasteline travaillant déjà pour Wallace, et que K réalise alors la triste continuité de son existence déjà tracée. Voilà, donc je pense honnêtement qu'on peut s'attendre à une suite, vu les possibilités aujourd'hui ça semble évident, et c'est peut-être ce qui est dérangeant. On n'attend pas forcément un bon film. Pour moi je pense que les bons films ne sont pas forcément de gros succès à leur sortie et Blade Runner en est la preuve. Les bons films se confirment avec le temps. C'est tout. Donc à voir si une équipe sera capable de maintenir hors de l'eau l'univers incroyable de Blade Runner. En tout cas, je l'espère. Qui sait, Villeneuve va peut-être réitérer l'exploit d'il y a 30 ans en nous pondant 12 fins alternatives et des scènes qui changeront totalement l'histoire du film et soulèveront de nouvelles questions. Nobody knows. Donc n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Lâche un pouce vers le haut, c'est mieux. Partage la vidéo si t'aimes ce genre de chronique ciné et que tu voudrais en voir d'autres. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Tchuss. Arrête.